Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodons l'écho. En Nouvelle-Calédonie, les plus riches ont un niveau de vie presque 8 fois supérieur au niveau de vie des plus modestes. Pourquoi ces fortes inégalités persistent? On en parle ce soir dans Décodons l'écho. Et pour cela, je suis accompagnée de Laïsa Roy. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Alors Laïsa, tu es enseignante-chercheur en sciences économiques à l'UNC sur le campus de Bako. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est partenaire de cette émission. Alors Laïsa, les inégalités chez nous sont-elles plus fortes qu'ailleurs? Oui, les inégalités en Calédonie sont plus fortes qu'en France, en Polynésie, dans la plupart des départements d'outre-mer, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Alors on va décoder cela ensemble et pour illustrer cela également, on vous proposera de partager le quotidien de Catherine qui travaille à temps partiel avec 3 enfants à charge. On verra que nourrir la famille est un sacré casse-tête. Oui, on verra aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, les inégalités économiques se recoupent avec des inégalités ethniques, en particulier pour ce qui concerne l'accès aux diplômes. Et pour décoder les liens entre inégalité économique et inégalité d'accès aux diplômes, on va s'appuyer à la fois sur les statistiques de l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, et sur des travaux de recherche du LARGE, le laboratoire de recherche juridique et économique de l'UNC. Et puis on suivra aussi Jean-Christophe Ponga qui a grandi dans la tribu de Méchin à Kwawa. Il a déjoué toutes les statistiques pour devenir ingénieur géologue, un parcours inspirant que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Et puis bien sûr on se posera la question des solutions pour réduire les inégalités économiques, car il y en a. Voilà le programme. Décodons l'écho, les inégalités socio-économiques persistent, c'est tout de suite. Alors on le disait à l'instant, en Nouvelle-Calédonie, les plus riches ont un niveau de vie presque 8 fois supérieur à celui des plus modestes. Concrètement, Laïsa, ça se traduit comment? D'après l'ISEE, en 2008, la moitié des Calédoniens a un revenu inférieur à 144 000 francs par mois et par personne. Une autre façon de se représenter ces inégalités consiste à dire que si on prend la moitié de la population calédonienne, la moitié qui a les plus bas revenus, en fait, la moitié de la population concentre seulement 21% des revenus totaux de la Nouvelle-Calédonie. Et donc l'autre partie concentre plus de 80% des richesses. 21% pour la moitié du bas, 79% pour la moitié du haut. Catherine, elle, fait partie de la moitié de la population qui concentre les 20% des richesses. C'est une Calédonienne aux revenus très modestes. Elle est célibataire avec 3 enfants à charge. Elle travaille actuellement à mi-temps comme secrétaire. Mathieu Le Berbier l'a suivie dans son quotidien. Il faudrait regarder, je te dis, à part juridiquement, savoir si on peut attaquer le contrat, sachant qu'il y a le Covid, mais je te dis juridiquement... Non, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il continue de payer si elle n'est pas en cours. Il ne comprend pas que sa fille, elle a quand même des cours. Mais c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai récemment trouvé un petit boulot à mi-temps avec un petit salaire de 80 000 francs. Ça m'aide quand même beaucoup parce qu'on va dire que c'est mieux que rien. Ensuite, ma situation actuelle sur beaucoup de choses, c'est que c'est pas facile en fait de joindre les deux bouts. Mais on fait du mieux qu'on peut. Oui, c'est maman. Regarde, si ton frère il veut manger, il doit rester des petits sachets de soupe juste pour, voilà, en attendant. Sinon, il y avait la douzaine d'œufs ce matin, j'ai vu. Mais c'était dans mes moyens, du coup, j'allais économiser, puis j'ai acheté. Et puis là, elle a un souci de moteur. Voilà, parce que c'était cher les pièces. Puis comme j'étais en galère, voilà. Et puis voilà. Puis Dis donc. Ils finissent à quelle heure les... Elles n'ont pas fini encore. Non, mais c'est bon. Comme ça, on y va après. J'ai besoin de café. Recharge de lait, c'est bon. Je vais prendre la soupe des fois pour le soir pour mon fils quand parce que des fois, je suis fatiguée de faire la cuisine ou sinon, j'ai rien. Je prends la soupe. Ça dépanne bien. C'est génial quand même, t'as plein de promotions. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je viens ici. En fait, moi j'ai l'impression qu'ici c'est moins cher. Du coup, c'est ma maman des fois qui me donne la main, qui m'aide ou mes frères et sœurs. Sinon, voilà, des amis comme Piqué là, qui savent que c'est pas facile aussi tout le temps. En fait, on fait avec ce qu'on a dans tout.
Normalement, ça doit faire 5000 et quelques. Je pense que j'ai bien compté. Oh, si ça fait moins, tant mieux. Donc du coup, mes enfants, ils sont pas compliqués. Donc ils ont un bon petit-déj le matin, je fais le nécessaire. Et je choisis aussi les magasins où je vais. Là où je vais vraiment pas réussir, où je suis vraiment dans l'incapacité de pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, eh ben, je vais voir le CCAS qui me fait des bons alimentaires et qui me donne aussi une partie pour m'aider à payer mon courant. Il y a quelqu'un? 1000? Christian? Vous faites quoi? Et depuis là, eh ben, j'ai décidé d'installer le compteur EEC. Pareil aussi parce que ça fait partie des factures qu'il faut vite régler, sinon on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. Donc tout ça, ce sont des priorités que je mets en avant. Ben, en fait, c'est la carte. Donc du coup, je lui ai envoyé le code là, comme une carte liberté. Et ce code-là, ben, je vais le rentrer en fait à l'intérieur et du coup, il va me recharger en fait mon électricité. Là, par exemple, j'ai 13 kW. Je sais que 13 kW, je vais tenir 2-3 jours jusqu'à que ça tout coupe. Alors du coup, là, bah, maintenant, il m'a dit 141 kW. Christian descend. Donc ça, 141 plus les 13 qui me restaient, ça fait 154. Du coup, voilà, ça fait ça. Là, j'ai de quoi tenir pendant un mois. Si j'ai une bonne consommation. Vous n'avez pas mangé à midi? Je mets où le pain, Christian? Vous voulez pas manger? Maman, elle fait à manger? Ça va? Non, merci. T'es sûre? Honnêtement, j'ai eu mon appartement, c'est grâce à ma maman. Elle m'a aidée en fait à avoir l'appartement parce que j'ai toujours des contrats d'1 an, parce que je travaille beaucoup dans la fonction publique. Franchement, c'est un logement à nous où mes filles, on va dire, elles peuvent avoir une chambre. Ça déjà, c'est vraiment le petit luxe. Quand on est rentré dans l'appartement la première fois avec mes enfants, bah, ça m'avait fait... Enfin, j'avais presque les larmes aux yeux parce que quand je les voyais, elles étaient toutes contentes. Alors on vient de voir un exemple de foyer modeste, comme on dit, chacun a son histoire, mais ce qu'on voit dans ce reportage, c'est que l'emploi ne prémunit pas des difficultés économiques. Effectivement, d'autant qu'en Nouvelle-Calédonie, le salaire minimum est inférieur par exemple à celui de la France. Il représente seulement 78,5% du salaire minimum français. Et dans le même temps, le niveau des prix en Nouvelle-Calédonie est plus élevé qu'en France, de 34%. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, une double peine. Le pouvoir d'achat des Calédoniens qui touchent le salaire minimum, c'est seulement 60% du pouvoir d'achat des Français qui touchent également le salaire minimum. Donc les travailleurs qui ont un salaire minimum, en fait, sont particulièrement fragilisés donc par un faible niveau de salaire et un niveau de prix élevé. Mais est-ce que les inégalités ont tendance à se réduire au fil des ans? Non, au contraire. En fait, la dernière étude de l'ISEE qui porte sur les salaires entre 2013 et 2019 nous indique que le pouvoir d'achat des personnes qui touchent un bas salaire a diminué de 2013 à 2019. Donc c'est plutôt inquiétant. Et le pouvoir d'achat des salaires normaux ou moyens, lui, a augmenté dans le temps. Dans le même temps, oui, le pouvoir d'achat de tous les autres salariés a augmenté. Alors pas énormément non plus, mais quand même, il a progressé pour tout le monde, sauf pour les bas salaires. Donc ça veut dire un creusement des inégalités. Alors nous ne sommes pas le seul territoire à connaître un tel niveau d'inégalité. C'est même une spécificité des territoires d'outre-mer. Oui. Alors, depuis tout à l'heure, tu cites ce chiffre. En Nouvelle-Calédonie, le revenu des plus riches représente 8 fois le revenu des plus pauvres. Donc ça s'appelle le rapport interdécile. En fait, ce qu'on regarde, c'est le revenu des 10% les plus aisés comparé au revenu des 10% les plus modestes. Donc en Nouvelle-Calédonie, le ratio il est de 7,9. Le seul département d'outre-mer qui fait pire que nous, c'est la Guyane, avec un ratio de 10,7. Donc les 10% les plus riches touchent 10 fois plus que les 10% les plus pauvres. Et pour les autres départements d'outre-mer, le chiffre est inférieur. Par exemple, en Polynésie, les 10% les plus riches touchent 6 fois plus que les 10% les plus pauvres. Et en France, ce rapport, il est de 3,6, donc à peu près la moitié du rapport pour la Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi tous ces territoires d'outre-mer connaissent plus d'inégalités qu'en France, par exemple? A priori, c'est lié au marché de l'emploi. Moins il y a d'emplois dans un pays, et plus il va y avoir d'inégalités.
pour le dire d'une façon différente, lorsqu'on a du travail pour tout le monde, c'est beaucoup plus facile finalement de résoudre la question des inégalités. Et donc dans les départements et territoires d'outre-mer, il y a beaucoup d'inégalités parce qu'il y a beaucoup de chômage. Alors pourtant, chez nous, le taux de chômage se situe à peu près à 11%. En France, il est de 9%, donc c'est pas très différent finalement. Oui, c'est vrai, le taux de chômage en France et en Nouvelle-Calédonie est assez proche, tandis que les inégalités sont 2 fois plus importantes en Calédonie qu'en France. Et ça, c'est lié au fait qu'en Nouvelle-Calédonie, certes, il y a de l'emploi, mais plutôt de l'emploi qualifié, donc des emplois qui ne sont pas accessibles à tous les Calédoniens. Donc on reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Et si on continue notre balade à l'extérieur du pays et qu'on regarde cette fois du côté de l'étranger, comment se situe la Nouvelle-Calédonie par rapport à ces autres pays au niveau des inégalités? Au niveau des inégalités, encore une fois, la Nouvelle-Calédonie est bien placée, donc c'est plutôt un triste palmarès, mais la Nouvelle-Calédonie connaît davantage d'inégalités que la plupart des pays développés, en fait. Donc avec un ratio, on le disait depuis tout à l'heure, de 7,9, quasiment 8, contre, par exemple, 6,1 pour les États-Unis. Donc aux États-Unis, les 10% les plus riches touchent 6 fois plus que les 10% les plus pauvres. Alors que les États-Unis, c'est par exemple, c'est un cas typique de pays qui connaît de fortes inégalités. Sur les bancs de la fac, c'est ça qu'on nous apprend. C'est un exemple, les États-Unis, de pays avec des fortes inégalités. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, c'est pire. Et plus proche de nous, si on regarde ce qui se passe en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. On est en Australie à 4,5. Les 10% les plus riches touchent 4,5 fois ce que touchent les 10% les plus pauvres. Nouvelle-Zélande, c'est proche, 4,1. Et donc en Calédonie, 7,9. Quasiment le double des inégalités que connaissent l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Alors on vient de voir que les inégalités économiques chez nous sont plus importantes que dans la plupart des dom-toms. Elles sont aussi plus grandes qu'en Australie ou qu'en Nouvelle-Zélande, tu viens de le dire. Dans un instant, on va analyser ensemble comment ces inégalités se produisent et se reproduisent et parler aussi des politiques qui existent pour y remédier. Mais avant cela, je vous propose de faire une pause pour se tourner du côté de l'actualité. C'est la revue de presse. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Tu es toi aussi enseignant-chercheur en sciences économiques à l'UNC et tu vas partager avec nous les 3 informations économiques qui ont retenu ton attention ces dernières semaines, à commencer par les élections américaines qui dopent le cours du nickel. Le prix du nickel a grimpé de près de 4% après l'élection de Joe Biden, le nouveau président américain. Alors Samuel Gorouna, quel est le rapport entre l'élection américaine et le prix du nickel ? C'est vrai que le nickel fait partie des seuls secteurs en Calédonie, y compris avec le tourisme, ou qui sont ouverts sur le monde, et donc ce qui peut se passer sur le monde a un impact direct. Et donc particulièrement pour le nickel et les autres matières premières, tout le monde a beaucoup suivi les élections américaines. Et c'est vrai que Donald Trump a eu l'habitude de tweeter énormément de choses, et selon ces tweets, on avait une augmentation, une baisse des cours au niveau mondial. Donc ça veut dire que les cours de la bourse étaient calés sur les tweets de Donald Trump. C'est ça, donc en dents de scie très erratique, selon les tweets. Comme il tweetait tous les jours, évidemment, c'était très instable. Et donc les acteurs au niveau boursier ont indiqué qu'ils attendaient plus de stabilité, donc ils étaient ravis que Joe Biden puisse être élu. Après, bon, en termes de politique, c'est vrai que Donald Trump avait l'avantage quand même de faire une politique très à droite et donc très favorable au marché. Les marchés boursiers aujourd'hui parient plutôt pour une politique plutôt centriste concernant du coup Biden. Comment provoquer la reprise économique après le Covid-19 ? C'est la deuxième actualité que tu as choisi de partager avec nous. Et 2 réponses s'affrontent. Il y a d'un côté celle de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, qui veut inciter les entreprises à pratiquer la semaine de 4 jours pour soutenir le tourisme local notamment. Et de l'autre côté, il y a la réponse du MEDEF en France, qui prône plutôt un allongement du temps de travail pour relancer l'économie. Alors qu'en disent les économistes, Samuel ? Alors on est quand même assez partagé sur le sujet. Pourquoi ? Parce que ça dépend des secteurs. Les secteurs d'activité, il y a des secteurs d'activité où effectivement le lien entre le temps de travail et la productivité peut être fort parce qu'on a un niveau d'éducation, un niveau de diplôme élevé. Et donc les activités où le capital humain est élevé, on peut effectivement avoir cette réflexion de baisse de temps de travail et donc de jours de travail dans la semaine. Ça s'est démontré dans déjà plusieurs pays, dans certaines entreprises
entreprises au niveau mondial. Ça s'est fait en Europe, ça s'est fait dans certains endroits également aux États-Unis. Et puis, effectivement, ça marche pour la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières à cause de la crise du coronavirus. Et donc, n'ayant pas de touristes, la Nouvelle-Zélande a fait le pari de dire que si on réduit le temps de travail, donc le nombre de jours, les individus, du coup, auront plus de temps pour sortir, aller visiter, faire du tourisme local en Nouvelle-Zélande, aller dans les hôtels. Et donc, ce serait un avantage pour la Nouvelle-Zélande et à ce niveau-là pour lancer la machine. Après, je précise encore une fois que ça dépend vraiment des secteurs et des métiers. Il y a des métiers comme coiffeur où si vous faites que 4 jours, bon, c'est vrai que c'est compliqué d'augmenter la productivité à ce moment-là. La troisième actualité se résume en un chiffre, 10 millions, c'est le nombre de pauvres que comptera la France d'ici la fin de l'année, selon le Secours catholique. Ainsi, 8 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire en cette fin d'année 2020, soit 12% de la population. Oui, c'est vrai que c'est énorme. 8 millions aujourd'hui, 10 millions bientôt. Au niveau mondial, la crise du coronavirus a eu un impact très, très fort avec beaucoup de sous-populaires un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Qui est quand même l'une des nations les plus riches de la planète. Alors c'est vrai que ça a accentué la pauvreté, mais il y a aussi un autre élément, c'est que pour relancer la machine, en général, évidemment, les économistes suggèrent qu'on puisse pousser à la consommation, et donc que les gens puissent louer des logements, acheter de la nourriture, etc., etc. Et donc la proposition du Secours catholique dans cet article-là, c'est justement de relever les salaires minimum, les revenus minimum, pour qu'on puisse donner les moyens à ces populations de reconsommer. Et donc, en sachant, on l'a déjà dit dans une émission précédente, que les plus défavorisés sont ceux qui consomment le plus. Et donc, en faisant cela, d'une part, on réduirait la pauvreté, et d'autre part, on participerait également à une relance économique au niveau de la France, évidemment, mais à l'échelle mondiale, c'est une réflexion récurrente des économistes. Merci Samuel pour cet éclairage sur l'actualité. Merci. Alors, je disais juste avant cette revue de presse, on va maintenant se pencher sur les mécanismes qui produisent les inégalités économiques, dont on a parlé en début d'émission. Et ce qu'en disent tes confrères, Laïsa, tu es de retour, oui. C'est que cela commence dès l'école. Oui, alors les chercheurs de l'UNC se sont penchés sur la question et ils ont pu démontrer que les enfants qui sont issus de familles modestes réussissent moins bien à l'école. Les disparités apparaissent dès l'école primaire avec des écarts dans la maîtrise des fondamentaux en classe de CE2. Ces disparités s'accentuent en 6e et conduisent à une orientation en seconde professionnelle ou technologique. Un autre constat qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, c'est que les Kanaks sont orientés davantage vers les filières technologiques. Donc certes, au fil du temps, on a davantage de personnes qui ont accès au diplôme, mais si on regarde entre guillemets, la qualité du diplôme, quel est le diplôme, en général, les populations défavorisées ont tendance à avoir des diplômes qui ont un niveau moins élevé. Est-ce que ça veut dire que les inégalités économiques et les inégalités ethniques se recoupent ? Complètement. Oui, c'est exactement ça. On peut complètement superposer effectivement les inégalités économiques et les inégalités d'accès au diplôme. Alors effectivement, ça se traduit par une différence dans l'obtention des diplômes. Et là, on va parler de chiffres récents, puisqu'ils ont été rendus publics il y a une vingtaine de jours. Ils sont issus du recensement de l'année dernière. Oui, effectivement. Les chiffres du recensement de la population en 2019 nous donnent des informations sur le niveau de diplôme par communauté. Donc le critère là qu'on peut commenter, c'est la proportion de la population qui a au moins un bac plus 2. Et en fait, selon les communautés, les chiffres sont complètement différents. 54% des Européens ont au moins un bac plus 2. Pour les métis, c'est beaucoup moins. Seulement 24% de la population qui se déclare métisse a au moins un bac plus 2. Pour les Wallisiens et les Futuniens, c'est 9% de la population, de cette communauté qui a au moins un bac plus 2. Et pour les Kanaks, c'est seulement 8%. Donc 8% des Kanaks seulement ont au moins un bac plus 2. Et si on va un peu plus dans le détail, selon que les Kanaks sont en tribu ou hors tribu, le chiffre n'est pas le même. En tribu, c'est seulement 5% des Kanaks qui ont minimum bac plus 2. Hors tribu, c'est 11%. Et donc ces chiffres sont issus du recensement en 2019, mais est-ce qu'on voit une évolution positive si on regarde tous les recensements
Oui, si on se concentre seulement par exemple sur la différence entre Kanak et non-Kanak, ce qu'on avait observé depuis le recensement de 1989 jusqu'au recensement de 2009, c'était que les écarts se réduisaient entre les Kanak et les non-Kanak sur la question de l'accès au diplôme. Mais depuis 2009, donc 2009, 2014, 2019, ce qu'on observe, c'est que l'écart se creuse à nouveau entre Kanak et non-Kanak sur l'accès au diplôme. Alors, tu viens de dire que les Kanaks sont moins diplômés. Quand ils le sont, ils ont un niveau d'études inférieur à la moyenne du pays. Mais pourquoi une telle différence entre les communautés? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Les inégalités entre les communautés, en fait, reflètent des inégalités socio-économiques. Selon la communauté à laquelle tu appartiens, en moyenne, le niveau de revenu n'est pas le même. Et en fait, c'est presque logique. Les enfants qui sont issus de familles modestes ont moins de conditions favorables à leur réussite. Par exemple, pas de bureau, pas de chambre tout seul, dans la famille peut-être pas de voiture, ce qui signifie qu'il faut se lever plus tôt pour aller à l'école chaque matin, pas de livres, pas de fournitures scolaires, et puis pas non plus d'internet, pas d'ordinateur. Donc autant de conditions qui freinent finalement la réussite à l'école et qui sont complètement liées aux conditions socio-économiques à la maison. Alors je vous propose maintenant de découvrir le parcours de Jean-Christophe Ponga. Il fait partie des 8% de Kanak avec un diplôme d'études supérieures. Il a grandi dans la tribu de Méchin à Kwawa et il est aujourd'hui ingénieur géologue. Il raconte son parcours à Michel Pimbé et Mathieu Le Barbier. Ça c'est l'école d'ingé géologie. Voilà. Donc il y a particularité, il y a moi ici là, et puis un copain tahitien qui bosse aujourd'hui à la mairie de Nouméa. Ça ne rajeunit pas beaucoup, hein, mais sinon c'est des beaux souvenirs. C'est comme on dit à chaque fois, il y a un temps pour tout là. Un temps pour s'amuser, un temps pour faire l'école. J'avais pris ça là, c'était des cartes postales d'un voyage de fin d'études à Madagascar. J'ai jamais écrit de carte postale pour les copains et tout, mais voilà, ça me permet de... C'est histoire de garder une trace un peu de ces voyages de fin d'études. Moi, j'avais un rêve de gamin, là, c'était d'être pilote d'avion. Après, j'ai vu que c'était un peu compliqué par rapport... ma maman m'avait dit, attends, c'est 8000 balles l'heure de cours. Hein. Et elle m'avait dit, peut-être il faut que tu trouves un métier qui te permettra un jour de te payer tes heures de pilotage si tu veux faire ça plus tard. Quoi. Mais voilà, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Mais je pensais pas devenir ingénieur un jour. Hein. Ben voilà, c'est là que je partageais ma chambre avec les deux frères. Hein. C'est le petit, je compte un coup vite fait là, un 4x4 là. Donc voilà, après quand j'ai fait mes études là, quand j'étais dans les chambres universitaires, c'était pas trop difficile. C'est déjà vécu quand tu partages ça avec les frangins et puis t'as le petit espace. Le plus important c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête et puis de pouvoir travailler dans des conditions, dans des bonnes conditions. Et ben voilà, le lieu pour faire les devoirs, là, c'était ici au salon et tout. Il y avait une table ronde à l'époque. Et puis, comme je disais avec mes enfants, là, c'est pareil, on avait ce schéma-là avec nos parents aussi. C'est que le week-end, quand on arrivait, il fallait faire ses devoirs avant d'aller au champ ou avant d'aller faire du sport et tout. Mais c'était ici, cette salle. 2 semaines avant la rentrée, on commençait à travailler, faire les dictées. On se corrigeait entre nous, et puis voilà, ça préparait un peu pour rentrer dans le cadre scolaire. On n'arrivait pas comme ça le premier jour de la rentrée sans être prêt. Mais voilà, ça c'est l'éducation à la maison, l'accompagnement par notre maman qui a porté en fait pour que ce soit mécanique et qu'on se prépare toujours anticipé. Alors, mon père, lui, il était instituteur à la FEL. Et ma mère, elle avait commencé en tant que surveillante à l'internat à Nidivin. Après, voilà, elle a consacré sa vie, sa vie en étant mère au foyer, en nous élevant, nous, les 7 enfants de la maison. Tous les grands-pères, ils nous ont dit, pour pouvoir grandir et tout, bien grandir, il fallait aller à l'école. Quelque part, être libre de ses choix plus tard. Donc, donner son maximum. Et essayer d'aller le plus loin possible. De fil en aiguille, comme ça, j'ai fini par faire le bac plus 5 en géologie. Et voilà, j'étais parti en France en me disant je pars pour un DUT génie biologique option environnement.
J'avais fait ça, j'avais appris à porter le costard à cravate avec eux, là, avec les copains. Là. Et voilà. Ça me rappelle toujours les vieux ici avant, là, toujours en costard à cravate. Là. Et voilà, essayer de reprendre un peu la suite. Quoi. Au sortir de ça, je m'étais dit, j'ai envie de m'occuper de toutes les décharges publiques là, en province Nord. Ça reste toujours un projet dans ma tête. Là. Et pour pouvoir s'occuper des décharges, il fallait connaître le terrain, les sols et tout. Et du coup, je suis parti de ça en disant qu'il faut que je fasse une école de géologie. Et voilà, tout ça, ça s'est bien passé après, toujours avec cette envie de bien faire. Et à chaque fois, je passais avec 10, 11 de moyenne. Là. Et pour vraiment arriver un jour à me comprendre qu'il faut bosser, toujours donner le maximum. Quoi. Et c'est là que c'est ce que les profs finalement voyaient tous les jours, hein, c'est que je n'étais pas un super bon élève, mais par contre, j'étais capable de montrer que j'en voulais tous les jours. Alors on voit dans le parcours de Jean-Christophe Ponga qu'il vient d'une famille modeste, qui n'avait pas de bureau à lui, ni même de chambre pour lui tout seul, et pourtant il a fait de brillantes études. Oui, effectivement. Après, c'est aussi évidemment son effort personnel et sa persévérance qui explique sa trajectoire. Mais ce qu'on voit dans son témoignage, c'est que sa maman également a joué un rôle fondamental dans sa réussite. Et ça fait écho à des travaux de recherche qui avaient été faits par Samuel Gorouna il y a quelques années déjà, dans le cadre de sa thèse, et qui montraient que la catégorie socio-professionnelle de la maman joue un rôle clé dans la réussite des enfants, davantage que la catégorie socio-professionnelle du papa. Ça fait écho aussi à d'autres travaux qui ont été menés en économie du développement, en Amérique latine ou en Asie, et qui montrent que quand on donne 1000 francs par exemple à un papa ou à une maman, les choix d'investissement qui vont être faits ne seront pas les mêmes. Le papa aura plutôt tendance à faire des investissements de production, acheter un motoculteur par exemple, ou une mobilette, tandis que la maman va investir dans le cartable, le linge, des choses qui contribuent beaucoup plus directement à la réussite des enfants. Donc ça veut dire qu'il faut encourager la réussite des jeunes filles, enfin des femmes en général ? En particulier en Nouvelle-Calédonie, oui, il faut encourager la réussite des jeunes filles, des femmes, d'autant qu'ici, au pays, les métiers qui sont spécifiquement féminins, aujourd'hui, sont très faiblement qualifiés. Une femme active sur 6 en Nouvelle-Calédonie est femme de ménage, qui est un métier tout à fait honorable. Mais l'idée, c'est que plus en fait, on va encourager la réussite des mamans, et plus en fait, cela va avoir des effets bénéfiques sur la réussite de leurs enfants ensuite, et des nièces, et des cousines, etc. Alors pour prendre un peu de recul, je vous propose maintenant de nous tourner du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour voir comment nos voisins tentent, eux, de combler leurs inégalités. Pour cela, Samuel Gorouna est de retour. On commence par l'Australie, Samuel. Oui. Est-ce que la politique australienne de rééquilibrage porte ses fruits ? Alors, pas vraiment, parce que c'est vrai que l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, avait ce qu'on appelle les politiques de closing the gap, c'est réduire les écarts entre les aborigènes ou les maoris d'un côté et les non-aborigènes ou les non-maoris. Et pour l'Australie, le titre de l'article est assez évident. Donc si l'Australie et le Premier ministre disent que l'Australie sont honteuses, pourquoi ? C'est parce qu'ils avaient fixé des objectifs de réduction des écarts entre les espérances de vie, par exemple, l'illettrisme, etc., entre les aborigènes et les non-aborigènes. Et le résultat, au bout de décennies de politique publique, montre que les résultats ne sont pas du tout atteints. Et aujourd'hui, la réflexion du Premier ministre, c'est de dire que finalement, une politique publique qui vient d'en haut, du gouvernement vers les populations, c'est pas du tout une politique qui marche. En tout cas, c'est son constat aujourd'hui. Il faut arriver à des politiques publiques qui soient plus partagées d'abord au niveau local pour après être diffusées à l'échelle du pays. Alors, est-ce que la Nouvelle-Zélande et sa première ministre volontariste en matière de réduction des inégalités s'en sortent mieux ? Alors, il faut quand même distinguer la situation des Maoris de la situation des aborigènes. C'est vrai que la situation des Maoris est quand même moins catastrophique, j'allais dire, que celle des aborigènes. Par contre, il y a toujours des inégalités. Et ces inégalités, notamment en termes d'emploi, en termes de revenus par rapport aux non-Maoris, ce sont des choses qui persistent. Donc, l'article en question, effectivement, montre que
les Maoris à l'échelle du pays ont des revenus bien moindres parce qu'ils ont des emplois qui sont moins qualifiés, du coup, parfois beaucoup aussi de temps partiel, etc. Donc il y a à peu près 2,6 milliards de dollars en moins pour les Maoris comparativement aux non-Maoris. Et si la tendance continue, ils auraient en 2040 plus de 4 milliards de dollars de différence. Et donc du coup, pour arriver à réduire ces écarts, c'est pareil, hein, ce qu'il dit un peu depuis le début de l'émission, c'est arriver à réduire aussi les niveaux d'études, etc. pour les Maoris. Ils gagnent moins parce qu'ils font des métiers moins diplômés, c'est ça? Et ça, ils font des métiers moins diplômés et des métiers aussi où l'automatisation arrive de plus en plus et donc il fait qu'on va peut-être de moins en moins avoir besoin de personnes pour faire marcher aussi bien en industrie que dans les services. Et malgré tout à l'heure, avec Laïsa, on a vu que ces pays-là ont un niveau d'inégalité qui est plus faible que la Calédonie. Oui, c'est vrai que le niveau d'inégalité, on parlait tout à l'heure des 10% les plus riches et 10% les plus pauvres. En Australie et en Nouvelle-Zélande, on l'a dit, hein, c'est 4,5 pour l'Australie, 4,1 pour la Nouvelle-Zélande, alors que la Calédonie, c'est quasiment 8. Donc ils font beaucoup mieux en termes d'inégalité. Par contre, effectivement, les populations autochtones, donc soit les Maoris, les aborigènes, ont encore malheureusement des niveaux d'éducation, des niveaux de revenus et des taux d'emploi également qui sont moindres comparativement aux non-aborigènes ou aux non-Maoris. Merci Samuel pour cet éclairage. Alors Laïsa, on approche de la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des mesures, des politiques qui fonctionnent, dont l'efficacité a été démontrée ? En tout cas, il y a de nombreux économistes qui s'interrogent sur la mesure des inégalités, les politiques à mettre en œuvre pour les réduire, et aussi tout ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques. Ça, c'est tout un champ de recherche en économie qui vise justement, une fois qu'on met en place des mesures, à évaluer leur efficacité. Du coup, pour répondre à ta question concrètement, on peut peut-être tout simplement citer la recommandation d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie, oui, qui recommande d'augmenter les salaires minimums. Alors, la recommandation porte sur le RSA, qui est un dispositif un peu différent en France, mais l'idée, c'est ça, c'est d'augmenter les revenus des plus modestes pour améliorer leurs conditions de vie. Et donc, il y a, comment dire, un aspect un peu humaniste derrière ça, mais pas seulement, aussi de façon très pragmatique. On l'a déjà dit plusieurs fois, les foyers aux revenus les plus modestes consomment pratiquement tous leurs revenus. Donc c'est autant d'argent qui re-rentre dans le circuit pour favoriser l'activité économique. Et comparativement, les foyers les plus aisés ont plutôt tendance à épargner une partie de leurs revenus, donc qui est une espèce de perte finalement pour les rouages de l'économie. Donc ouais, une première mesure, ce serait ça tout simplement, d'augmenter le salaire minimum et de façon générale d'augmenter les revenus des plus modestes. Ensuite, à moyen terme, en fait, il existe déjà différents dispositifs, que ce soit Cadre Avenir, internat et tutorat d'excellence. Et Jean-Christophe Ponga, qu'on a vu tout à l'heure, a fait Cadre Avenir. Effectivement, il a fait Cadre Avenir. Donc, ce sont des dispositifs qui visent à accompagner la réussite des Calédoniens et qui ont déjà produit des effets, mais ce sont des effets qu'on constate plutôt à moyen et long terme. Ceci dit, il y a un effet aussi autre que la réussite individuelle, c'est le fait de servir d'ambassadeur, d'exemple. Tous ceux qui sont passés par Cadre Avenir, j'imagine, peuvent inspirer leurs fils, leurs filles, les neveux, les nièces, les cousins, les cousines. Et c'est important quand même d'avoir des exemples de personnes qui ont réussi. Ça peut être une source d'inspiration. Alors tous ces dispositifs dont tu parlais tout à l'heure, augmenter les minima sociaux ou même Cadre Avenir, etc., sont des dispositifs qui coûtent quand même de l'argent. Oui. Et on sait qu'aujourd'hui, les temps sont durs, comme on dit. Oui. Mais je crois que c'est important de bien voir qu'en fait, en matière d'éducation, il n'y a pas de dépenses, il n'y a que des investissements en éducation. Et ça, c'est une nuance qui est très importante, d'autant que c'est reconnu à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui fait qu'un pays s'en sort bien à long terme ? On mesure ça généralement par la croissance. Qu'est-ce qui fait qu'un pays, à long terme, arrive à avoir une croissance élevée et plutôt stable ? Il y a 3 facteurs. Le premier, c'est la qualité des institutions. Le deuxième, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Et le troisième, c'est la réduction des inégalités. Donc toutes les politiques publiques qui peuvent contribuer à réduire les inégalités, en fait, sont des investissements sur l'avenir, permettront à long terme d'avoir une croissance plus stable, plus robuste. Merci Laïsa pour ces explications. Ce sera le dernier mot. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez prochainement la revoir sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée.